Le 3 janvier 2026 a marqué un tournant majeur, aurait pu sceller le destin du Burkina Faso en quelques heures seulement. Des fonds occultés, des ordres chiffrés et des ombres armées convergeaient vers Ouagadougou, tandis qu'un veilleur à Kampala recoupait des signaux. Quand l'alerte a circulé, Ibrahim Traoré n'a pas cherché l'effet, mais le silence opérationnel. Continuer la ville, renforcer les postes, attendre l'heure exacte. Et si ce complot avorté révélait surtout une nouvelle solidarité africaine, faite de données, de vitesse et de confiance, sans intermédiaire, sans slogan, avec des conséquences immédiates pour l'État, l'économie et la rue. Ce récit promet une chose précise: comprendre comment une tentative de déstabilisation, invisible pour la plupart des citoyens, a été stoppée avant de devenir une crise ouverte. Le bénéfice était clair. Lire cette histoire, c'est saisir comment des décisions rapides peuvent protéger un pays sans plonger la population dans la peur. Derrière la chronologie serrée se joue un enjeu plus large, celui de la souveraineté concrète, loin des discours et des déclarations symboliques. Pour le Burkina Faso, l'échec du complot n'est pas seulement une victoire sécuritaire, mais un test de crédibilité institutionnelle. Pour ses voisins, c'est un signal sur la possibilité d'agir ensemble sans attendre des validations extérieures. Ibrahim Traoré a agi rapidement. Enfin, l'épisode pose une question centrale. Comment gouverner dans un environnement où la menace ne se manifeste qu'à travers des chiffres, des flux et des silences? Les pages qui suivent ne cherchent ni à héroïser ni à diaboliser, mais à montrer ce qui a réellement pesé dans la balance et pourquoi cela compte aujourd'hui. Des éléments clés ont été rapidement partagés tient en trois éléments recoupés avant l'aube: un flux financier anormal, une date précise et une cible unique. Les services burkinabés ont confirmé qu'environ 70 millions de francs CFA avaient transité en 3 semaines depuis Abidjan vers des comptes fantômes liés à d'anciens officiers, un montant trop faible pour déclencher des alertes classiques, mais suffisant pour activer un réseau dormant. Cette information, transmise avant le 3 janvier, a déplacé l'affaire du registre de la rumeur vers celui de l'opération planifiée. Le contexte se précise. Le contexte s'éclaire rapidement. Depuis novembre 2025, des réunions courtes et répétées avaient eu lieu entre plusieurs pays de la sous-région, toujours moins d'1 heure, toujours suivi d'un changement de mot de code. En parallèle, des retraits en liquide augmentaient dans certaines bases militaires, tandis que des communications devenaient volontairement brouillées. Pris isolément, ces indices restaient ambigus. Mis bout à bout, ils dessinaient une architecture de déstabilisation familière aux analystes régionaux. C'est dans cette incertitude que la décision a été prise. Entre soupçon et certitude que la décision s'est jouée. Ibrahim Traoré a agi rapidement. L'enjeu n'était pas seulement personnel. Une attaque réussie aurait provoqué une paralysie immédiate du commandement et rouvert une séquence d'instabilité déjà connue du pays. L'objectif supposé du complot était simple: frapper la tête, puis exploiter le vide. Le calendrier, fixé au 3 janvier à 23 heures, visait précisément ce moment de relâchement post-fête. Ce mini révélateur change la lecture des faits. Il montre que la tentative n'était ni improvisée ni isolée, mais inscrite dans une série plus large de manœuvres régionales. Surtout, il explique pourquoi la riposte a privilégié la discrétion absolue. Marchés ouverts, écoles actives, vie quotidienne inchangée. La stratégie n'était pas de rassurer par des mots, mais de neutraliser sans signaler. À cet instant, la question n'était déjà plus de savoir s'il y aurait un coup, mais s'il serait encore possible de l'empêcher à temps. Dans cette séquence tendue, le récit se structure autour d'un personnage discret plutôt que d'un héros spectaculaire.
À Kampala, le général Muhoozi Kainerugaba agit comme un veilleur méthodique, habitué à lire des schémas plus que des intentions déclarées. Son rôle n'est pas d'intervenir directement, mais de relier des fragments dispersés. Transferts financiers anodins, déplacements officiels accélérés, silence inhabituel dans certaines chaînes de commandement. Ce travail d'assemblage patient et froid donne sa cohérence à l'alerte transmise avant l'aube. À Ouagadougou, la réaction se distingue par son absence de mise en scène. Ibrahim Traoré reçoit les informations sans interrompre, puis tranche en quelques mots. L'instruction est simple, ne rien laisser paraître. Ce choix produit des effets immédiats mais invisibles. Les patrouilles changent d'itinéraire, les postes de surveillance sont densifiés, les frontières deviennent des points de contrôle actifs sans déclaration publique. La ville continue de fonctionner précisément pour masquer la montée en vigilance. Deux micro-situations illustrent cet impact précoce. Dans un quartier périphérique, une unité suspecte est observée plus tôt que prévu, privée de communication claire. Ailleurs, une tentative d'approche vers une base stratégique est stoppée avant même d'avoir franchi son premier périmètre. Ces actions n'ont rien de spectaculaire, mais elles modifient l'équilibre du rapport de force avant l'heure critique. Le so what tient en une phrase. Agir sans bruit évite la panique et gagne du temps. Cette approche transforme une menace potentielle en une suite de contrôles routiniers, là où une réaction visible aurait pu précipiter l'affrontement. À ce stade, la tentative de coup d'État commence déjà à perdre son principal atout, la surprise. Avant ce jour, les signaux étaient dispersés. Tout semble encore fragmenté. Des fonds circulent sans bruit, des réunions se tiennent sous couvert de projets civils, des officiers à la retraite réapparaissent dans des circuits secondaires. Rien ne déclenche d'alerte publique, et c'est précisément ce calme apparent qui rend l'opération possible. Le plan repose sur une logique simple. Frapper vite, frapper double, puis laisser le désordre faire le reste. Une attaque devait viser la résidence présidentielle, l'autre neutraliser des capacités de surveillance par drone. En quelques minutes, le commandement aurait été aveuglé. L'activation réelle commence pourtant ailleurs, bien avant l'heure prévue. Dès la réception des derniers recoupements, les flux financiers cessent brutalement. Les communications codées se raréfient puis se figent. Ce premier basculement est invisible pour la population, mais décisif pour les forces de sécurité. Il signale que le centre du complot a compris qu'il était observé. À partir de ce moment, chaque minute devient un facteur critique. À Ouagadougou, la journée du 3 janvier se déroule comme une journée ordinaire. Les marchés restent ouverts, les écoles fonctionnent, les administrations ne ferment pas. Cette normalité est une façade volontaire. Derrière elle, les unités loyalistes prennent position. Les véhicules blindés sont dissimulés. Les opérateurs de drones passent en mode veille. Ibrahim Traoré insiste sur un point. Aucune démonstration inutile. La priorité est de forcer les assaillants à agir à découvert sans leur offrir de signal prématuré. Le climax se joue entre 22h30 et 23h05. Les transmissions adverses sont soudain brouillées par un contre-signal déclenché depuis le centre militaire. Privés de coordination, les groupes avancent à l'aveugle. Une première unité est encerclée avant même d'atteindre le portail de la résidence présidentielle. Une seconde tente de saboter une base stratégique, mais se heurte à des forces déjà en place depuis l'après-midi. L'affrontement est bref, contrôlé, presque clinique. À l'heure prévue pour l'attaque, le dispositif est déjà neutralisé. Les arrestations ont été effectuées discrètement. Elles sont méthodiques, ciblées, sans annonce publique. Parmi les personnes interpellées figurent d'anciens officiers, des intermédiaires financiers et des relais logistiques. Aucun communiqué triomphal ne vient accompagner ces actions. L'objectif est de verrouiller les preuves avant que le récit ne s'emballe. Cette retenue
marque une rupture avec les réactions passées, souvent dominées par la communication d'urgence. Au matin, les actions étaient déjà lancées, se manifestent à l'aube. Les flux bancaires identifiés sont gelés, les réseaux de communication restent silencieux et la ville se réveille sans avoir perçu la tempête évitée. Dans les rues, la nouvelle circule lentement, d'abord par rumeur, puis par confirmation discrète. La tentative de coup d'État a échoué avant d'exister publiquement. Ce qui reste, c'est une séquence resserrée où la surprise change de camp et où la rapidité de décision l'emporte sur la démonstration de force. Avant ce jour, les signaux étaient dispersés. Les signaux financiers semblaient dispersés. Après recoupement, ils forment une trajectoire cohérente. Premier indicateur, 70 millions de francs CFA transférés sur 3 semaines depuis Abidjan vers des comptes fantômes. Cette somme, modeste à l'échelle bancaire, permet d'activer loyauté et logistique sans alerter les radars classiques. Deuxième indicateur, une série de réunions courtes réparties entre novembre et décembre, chacune inférieure à 1 heure. Leur brièveté réduit les traces tout en assurant une synchronisation suffisante des acteurs. Troisième indicateur, des retraits en liquide observés dans certaines bases avant le nouvel an. Ces retraits signalent une préparation opérationnelle qui précède toute action visible. Pris ensemble, ces chiffres racontent une histoire plus fiable que les récits. Le flux financier sert de carburant discret, les réunions d'ossature de coordination et le liquide de pont final vers l'exécution. Les analystes notent que la combinaison est récurrente dans des tentatives antérieures de déstabilisation régionale, précisément parce qu'elle reste sous les seuils d'alerte habituels. C'est ce passage sous le radar qui explique pourquoi la vigilance a dû s'appuyer sur la comparaison de tendances plutôt que sur un événement isolé. Le tournant se produit une fois les indices mis en série. Lorsque les données sont mises en série, les transferts cessent presque simultanément à la diffusion de l'alerte, puis les communications codées s'interrompent. Cette rupture temporelle est cruciale. Elle indique que le centre de gravité du complot a compris qu'il était observé. Dans ce type de schéma, l'arrêt soudain vaut confirmation. Il transforme un soupçon en certitude opérationnelle, justifiant le déclenchement des contre-mesures sans exposition publique. Ibrahim Traoré a agi rapidement. L'intérêt de ces preuves n'est pas seulement d'établir un récit a posteriori. Elles servent de carte d'alerte en temps réel. Chaque chiffre devient un repère d'action. Geler des comptes, redéployer des unités, densifier des contrôles à des heures précises. L'absence de communiqué n'est pas un vide, mais une stratégie de réduction du bruit informationnel afin de ne pas déplacer le risque vers la population. Les informations ont été mises en série, permettent aussi une lecture juridique. En reliant flux, réunions et retraits, les autorités disposent d'une chaîne probante suffisante pour des arrestations ciblées. Cette solidité réduit la dépendance à des aveux publics et limite la tentation de surcommunication. Elle explique pourquoi l'intervention s'est voulue chirurgicale, concentrée sur des nœuds identifiés plutôt que sur des démonstrations de masse. Enfin, ces preuves éclairent l'après. En montrant que l'échec du complot repose sur des chiffres traçables et non sur la chance, elles déplacent le débat. La question n'est plus de savoir si une tentative a existé, mais combien d'autres schémas similaires restent enfouis dans les registres. La réponse conditionne la suite. Renforcer l'analyse comparative des flux ou s'exposer à une répétition sous d'autres formes. Deux visions ont émergé, se sont rapidement imposées après l'échec de la tentative. La première, prudente, affirme que l'affaire a été amplifiée. Selon cette thèse, l'absence de preuves publiques détaillées et la nature confidentielle des sources laisseraient la place à une mise en scène destinée à renforcer l'autorité du pouvoir en place. Dans un contexte sahélien marqué par la propagande et les récits concurrents, cette méfiance n'est pas illégitime. Elle rappelle que l'histoire récente regorge de complots annoncés sans suite vérifiable.
La seconde lecture soutient au contraire que la discrétion est précisément l'indice de crédibilité. Les partisans de cette position soulignent que les transferts bancaires identifiés, les enregistrements vocaux et les communications brouillées constituaient des éléments matériels difficilement falsifiables. Plusieurs partenaires régionaux ont confirmé avoir reçu des alertes similaires avant le 3 janvier, ce qui réduit la probabilité d'une construction isolée. Dans cette optique, la retenue médiatique vise moins à convaincre l'opinion qu'à préserver des canaux opérationnels encore actifs. La contre-lecture s'appuie sur un point précis, la cohérence temporelle. Les alertes ont circulé avant l'événement, les flux financiers se sont interrompus au moment exact de la riposte, et les arrestations ont suivi sans délai excessif. Ce séquencement correspond davantage à une logique de prévention qu'à une narration a posteriori. De plus, la validation par des commissions interafricaines de certaines archives militaires renforce la solidité du dossier sans l'exposer inutilement. Ibrahim Traoré a agi rapidement. Cette tension entre doute et validation n'est pas secondaire. Elle définit l'espace politique dans lequel s'inscrit désormais toute action sécuritaire. Trop de transparence risquerait de compromettre des réseaux encore fragiles. Trop de silence alimente le soupçon. L'équilibre recherché consiste à laisser parler les résultats mesurables plutôt que les discours. Dans ce cadre, la survie institutionnelle devient l'argument le plus tangible face aux critiques. Au final, la question n'est pas de trancher définitivement entre récit et réalité, mais d'évaluer la capacité du système à apprendre. Si la thèse sceptique oblige à renforcer les preuves, elle améliore la résilience. Si la thèse opérationnelle est exacte, elle confirme que l'anticipation fondée sur des données peut neutraliser une crise avant qu'elle ne devienne visible. C'est dans cette zone grise entre doute légitime et efficacité démontrée que se joue la crédibilité future de l'État. Ce qui bascule au cœur de la nuit n'est pas seulement l'échec d'une attaque, mais la démonstration d'un mécanisme inédit. Jusqu'ici, la plupart des tentatives de déstabilisation dans la région reposaient sur la lenteur institutionnelle et la dépendance à des appuis extérieurs. Cette fois, la chaîne de décision est restée courte, régionale et continue. L'information n'a pas circulé pour alerter l'opinion, mais pour synchroniser des actions concrètes en temps réel. Cette révélation modifie la lecture de toute la séquence. L'opération n'est plus seulement la survie d'un chef d'État, mais la preuve qu'une coopération africaine pragmatique peut fonctionner sans vitrine politique. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré incarne ce basculement par une posture volontairement sobre. Aucun discours triomphal, aucune mise en scène de victoire. Le message est implicite. La normalité retrouvée vaut plus que l'exhibition de la menace évitée. Dans les heures qui suivent, un autre détail prend du relief. Les communications interceptées ne montrent pas de panique, mais une confusion croissante du côté des conspirateurs. Privés de coordination, ils perdent l'initiative puis le contrôle. Cette inversion du rapport de force est centrale. Elle indique que la capacité à anticiper, même avec des moyens limités, peut neutraliser des schémas conçus pour exploiter le chaos. Ce qui ressort est une idée simple. La sécurité ne dépend pas uniquement de la puissance, mais de la circulation maîtrisée de l'information. Ce principe, appliqué sans bruit, ouvre une perspective nouvelle pour la région. Il suggère qu'un modèle discret, fondé sur la vigilance partagée plutôt que sur l'intervention spectaculaire, peut devenir un facteur de stabilité durable. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. L'échec de la tentative du 3 janvier a permis une réorganisation rapide des dispositifs de sécurité, sans rupture de continuité administrative. Une cellule de contre-ingérence est créée sous supervision directe, avec pour mission de croiser flux financiers, signaux militaires et données de communication. Cette consolidation renforce l'autorité centrale tout en réduisant la dépendance à des alertes extérieures.
Ibrahim Traoré a agi rapidement. L'enjeu est clair. Transformer une victoire silencieuse en capacité durable, mesurable dans le temps, plutôt qu'en capital politique immédiat. Du côté des entreprises locales, l'impact est plus nuancé. À court terme, la stabilité évitée rassure les acteurs économiques et certains indicateurs de confiance repartent à la hausse. Mais cette amélioration s'accompagne d'une prudence accrue. Des contrats d'importation sont ralentis, des investissements différés, non par crainte d'un effondrement, mais par anticipation d'un environnement régional encore volatile. Les chefs d'entreprise privilégient la consolidation interne à l'expansion rapide, signe que la normalité retrouvée reste perçue comme fragile. Pour la population, la conséquence est d'abord symbolique. La nuit du 3 janvier devient un repère collectif, raconté comme un moment où rien ne s'est passé, précisément parce que tout aurait pu basculer. Dans les rues de Ouagadougou, les habitants parlent d'un soulagement discret plutôt que d'une célébration. Le nom d'Ibrahim Traoré circule avec une reconnaissance calme, associée non à une victoire spectaculaire, mais à l'idée d'avoir partagé un risque invisible. Cette mémoire diffuse renforce un sentiment de vigilance plus que de triomphe. À l'échelle régionale, enfin, les effets dépassent le Burkina Faso. Les échanges entre services de renseignement du Sahel s'intensifient et des projets pilotes d'alerte précoce émergent. L'Union africaine évoque une coordination renforcée inspirée de cette séquence. Mais ces avancées s'accompagnent de tensions diplomatiques. Certains partenaires internationaux suspendent ou réévaluent leurs engagements, inquiets d'une autonomie sécuritaire accrue. Le signal envoyé est double. La coopération régionale est possible, mais elle reconfigure les rapports de force existants. Ces conséquences, prises ensemble, dessinent un paysage contrasté. La stabilité est renforcée mais sous condition. La confiance progresse mais reste prudente. La coopération régionale s'affirme tout en suscitant des résistances. Ce que révèle cette séquence, au-delà de l'événement lui-même, c'est que la prévention silencieuse a un coût politique et économique, mais aussi un rendement stratégique. La question devient alors centrale. Comment transformer cet équilibre précaire en trajectoire durable sans provoquer les réactions qu'il cherche précisément à éviter? Le premier scénario envisage une stabilité graduelle. Dit de base, repose sur une stabilisation progressive sans rupture majeure. Les dispositifs mis en place après le 3 janvier continuent de fonctionner, les échanges de renseignements régionaux s'intensifient et l'État burkinabé consolide ses mécanismes de prévention. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré maintient une ligne de vigilance et d'austérité, évitant les confrontations directes avec des acteurs extérieurs. Si cette option prévaut, alors la sécurité devient plus routinière, moins visible, mais suffisamment robuste pour dissuader des tentatives opportunistes. La stabilité ne s'impose pas par des annonces, mais par la répétition de gestes techniques et coordonnés. Le scénario optimiste imagine une coopération régionale, suppose un effet d'entraînement régional. L'échec du complot devient un point de référence positif, incitant d'autres pays du Sahel à formaliser des réseaux d'alerte précoce. Des mécanismes communs émergent, soutenus par des cadres africains existants, et la coopération gagne en légitimité politique. Si cette dynamique s'enclenche, alors l'événement du 3 janvier est relu non comme une crise évitée, mais comme un acte fondateur. La prévention cesse d'être défensive pour devenir structurante, avec des bénéfices indirects sur la confiance économique et la circulation de l'information. Le scénario le plus sombre envisage une adaptation de l'adversaire, envisage une adaptation des forces déstabilisatrices. Privés de l'option militaire directe, certains acteurs déplacent leur stratégie vers des leviers moins visibles. Désinformation, pression financière, ralentissement de partenariats. Dans cette hypothèse, le pays n'affronte pas une explosion soudaine, mais une érosion lente de ses marges de manœuvre.
Si ce chemin se confirme, alors la vigilance devra s'étendre au-delà du champ sécuritaire pour intégrer l'espace médiatique et économique, sans militariser la vie civile. Un point commun relie ces trois trajectoires. Aucune ne garantit une paix automatique. Chaque scénario dépend de la capacité à apprendre de la séquence récente sans la figer en modèle rigide. La question clé n'est pas laquelle se réalisera, mais comment ajuster les outils au fil des signaux faibles. Si l'anticipation reste flexible, alors même un contexte incertain peut être géré sans basculer. Si elle se fige, le risque réapparaît sous une autre forme. Pour les citoyens ordinaires, l'épisode du 3 janvier redéfinit une notion souvent abstraite, la vigilance. Elle ne se résume plus à la présence visible de forces armées, mais à une chaîne d'actions discrètes où chacun joue un rôle indirect. Journalistes, agents publics, responsables locaux comprennent que l'information vérifiée et le refus de la rumeur peuvent devenir des outils de stabilité. Ce déplacement du regard invite à considérer la sécurité non comme un état permanent, mais comme un processus collectif fragile et réversible. Pour les acteurs économiques et sociaux, l'enseignement est différent. La tentative avortée montre que l'incertitude n'est pas toujours synonyme d'effondrement, mais qu'elle exige des ajustements fins. Entrepreneurs, associations et collectivités sont confrontés à un dilemme concret. Investir et s'exposer ou temporiser et préserver l'existant. Dans ce contexte, de petits gestes comptent. Diversifier les partenariats, renforcer la transparence des flux financiers, privilégier des projets à impact local mesurable. Ces choix n'éliminent pas le risque, mais ils réduisent la dépendance à des équilibres externes instables. Un troisième groupe plus diffus est celui des jeunes et des étudiants. Pour eux, la nuit du 3 janvier n'est pas un souvenir direct, mais un récit en construction. Elle peut devenir soit un mythe mobilisateur, soit un épisode vite oublié. La manière dont elle est racontée dans la montée, dans les écoles, les médias et les espaces publics conditionne sa portée. Présentée comme une victoire silencieuse fondée sur la coordination et la donnée, elle offre un modèle d'engagement différent, moins spectaculaire mais plus durable. Deux gestes simples émergent de cette lecture. Le premier consiste à valoriser l'information fiable plutôt que la réaction immédiate. Le second à reconnaître que la stabilité se nourrit de comportements quotidiens, pas seulement de décisions au sommet. En reliant ces niveaux, l'événement cesse d'être lointain. Il devient un rappel. La sécurité n'est jamais donnée. Elle se construit dans les marges, par des choix répétés, souvent invisibles mais cumulativement décisifs. L'histoire se termine par une feuille de route. Sur une feuille de route pragmatique, structurée autour d'étapes simples mais cumulatives. La première consiste à institutionnaliser l'échange de renseignements régionaux. Concrètement, des cellules dédiées croisent flux financiers, signaux militaires et données de communication selon des protocoles communs. L'objectif n'est pas l'accumulation d'informations, mais leur comparabilité dans le temps, afin de détecter des écarts plutôt que des anomalies isolées. Cette étape suppose des références identifiées et des délais de transmission courts. La deuxième étape vise à clarifier la chaîne de décision. L'expérience montre que la rapidité compte plus que la centralisation. Des équipes restreintes reçoivent un mandat pour activer des mesures préventives sans attendre un feu vert politique public. Ici, le qui fait quoi et quand prime sur la visibilité. Ibrahim Traoré a agi rapidement. Cette logique réduit le risque de paralysie en cas de signaux faibles convergents, tout en maintenant un contrôle a posteriori par des audits internes. La troisième étape concerne la traçabilité financière. Des audits réguliers des flux sensibles sont programmés avec des seuils adaptés aux pratiques locales. Chaque chiffre est accompagné d'un indicateur d'usage attendu, ce qui permet de distinguer l'exception de la tendance. Mesurer, dans ce cadre, ne signifie pas exposer, mais disposer d'alertes actionnables avant que l'argent ne devienne un levier de déstabilisation.
La quatrième étape élargit le périmètre à la coopération civilo-militaire. Des unités hybrides capables de lire autant les données que le terrain assurent la continuité entre prévention et action. Elles opèrent sous des règles claires de responsabilité, afin d'éviter toute dérive ou instrumentalisation. Le critère d'évaluation reste simple, le temps gagné entre l'alerte et la neutralisation. Enfin, la cinquième étape porte sur la culture citoyenne informée. Expliquer sans dramatiser, impliquer sans militariser. Des campagnes ciblées rappellent que la vigilance est un réflexe collectif, pas un état d'exception. Mesurée par la réduction des rumeurs et la confiance dans les canaux officiels, cette dimension complète l'architecture. Cette feuille de route n'est ni définitive ni spectaculaire. Elle repose sur des boucles d'apprentissage courtes et des ajustements continus. Son efficacité dépend moins de l'adhésion idéologique que de la constance d'exécution, jour après jour. Au matin qui suit la nuit la plus tendue, un détail revient comme un fil discret. Dans la cour du palais, les traces de pneus encore visibles rappellent que tout aurait pu basculer sans bruit. Ce motif, déjà présent plus tôt dans le récit, n'a rien de spectaculaire. Il symbolise ce qui reste quand la crise ne s'est pas produite. Des marques, pas des ruines. Ibrahim Traoré a agi rapidement. Ce moment immobile n'est pas une célébration, mais un rappel silencieux que la vigilance ne s'achève jamais avec l'aube. Ce rappel résonne aussi ailleurs. À Kampala, le veilleur reprend ses routines sans communiquer ni reconnaissance publique. À Ouagadougou, les habitants reprennent leurs gestes quotidiens, conscients que la normalité retrouvée est le fruit d'actions invisibles. Ce sont ces scènes ordinaires qui donnent son poids émotionnel à l'événement. Elles montrent que la véritable victoire ne se mesure pas à l'intensité du choc évité, mais à la continuité préservée. La phrase qui a circulé, reformulée, a agi comme un point clé. Ce n'était pas une victoire, mais un rappel que la stabilité se gagne avant la crise, dans l'anticipation et la retenue. Un rappel que les cycles passés ne disparaissent pas peine pas d'eux-mêmes, mais réclament des réponses lucides. En revenant à ce motif simple, le récit se referme sur une idée claire. Ce qui a été sauvé cette nuit-là n'est pas seulement un pouvoir, mais une possibilité d'avenir. Cette histoire ne se termine pas avec l'aube du 4 janvier. Elle se prolonge dans les choix collectifs qui suivent, souvent moins visibles que les événements eux-mêmes. Ce qui s'est joué autour d'Ibrahim Traoré interroge moins le courage individuel que la capacité d'un système à apprendre avant d'être frappé. La vigilance décrite ici n'est ni héroïque ni spectaculaire. Elle repose sur l'attention portée aux signaux faibles, sur la coopération patiente et sur l'acceptation que la prévention vaut mieux que la réparation. À l'échelle sociale, le récit agit comme un miroir. Il invite chacun à réfléchir à sa place dans cette chaîne discrète. Le citoyen face à l'information, le journaliste face au doute, le responsable face au temps de décision. Aucun de ces rôles n'est décisif seul, mais leur alignement peut modifier une trajectoire. C'est dans cette accumulation de gestes simples et sobres que se construit une stabilité durable, loin des slogans et des réflexes de crise. La question qui se pose est comment réagir à ce constat, volontairement ouverte. Si une nuit évitée peut contenir tout un futur, alors que fait-on de cette lucidité retrouvée une fois la tension retombée? Est-elle intégrée comme une habitude collective ou dissipée jusqu'au prochain signal d'alerte? Entre indifférence rassurante et vigilance active, le choix ne se fait pas en une décision spectaculaire, mais dans la répétition quotidienne d'actes en le simple. C'est peut-être là que commence la véritable conversation.